Ça va? Tu t'amuses bien? Oh, chut, me dérange pas, je fais de l'informatique. De l'informatique, toi. Mais tu n'y comprends rien. Bah si, j'ai vu ça sur le web. Regarde le cylindre. Quand il y a un picot, ça fait ting. Quand il n'y en a pas, ça fait pas ting. Ting ou pas ting, un ou zéro. Si c'est pas de l'informatique, ça. Ah, j'avoue, c'est même la plus vieille mémoire binaire de l'histoire. Elle a été inventée il y a plus de 12 siècles. Tu sais, les automates ont toujours existé. Les Grecs en fabriquaient déjà d'extrêmement sophistiqués. Des spectacles qui duraient plusieurs minutes. Comme des théâtres mécaniques, en somme. Oui, si tu veux. Il y avait toutes sortes de mouvements, de l'eau qui coulait, et même des oiseaux qui chantaient. Mais quel rapport avec l'informatique? C'est une sorte de programme qui se déroule toujours de la même façon, depuis le début jusqu'à la fin. Et ils avaient un langage de programmation? En quelque sorte, oui. La succession des opérations était dictée par des ficelles enroulées sur des axes, et ces ficelles étaient entraînées par des poids. Ah, je vois. Avec des ficelles, il faisait des boucles. Ah, c'est malin. La tradition des Grecs a été reprise par les Arabes qui ont construit des automates encore plus sophistiqués. Et c'est les frères Banu Moussa qui ont fait ça? Oui, et bien d'autres choses encore. Il y en a un livre entier, le livre des dispositifs ingénieux. En plus, ils ont inventé le cylindre à picot et ils l'ont utilisé pour fabriquer une sorte de flûte automatique. Mais pourquoi il y a de l'eau? Pour entraîner le mécanisme, faire tourner le cylindre, faire bouger le musicien et envoyer de l'air dans l'instrument. Ah, encore un livre des procédés ingénieux. Oui, et c'est une sorte d'hommage aux frères Banu Moussa. Mais c'était 3 siècles plus tard. La technique avait progressé alors. Tu n'imagines même pas à quel point. Al-Jazari construisait des horloges gigantesques, avec toutes sortes de dispositifs spectaculaires qui marquaient les heures. Il faisait jouer de véritables orchestres d'automates. Et en Europe, on comprenait ce qu'il faisait. Non, pas sur le moment. C'était le temps des croisades, tout juste si les horlogers arabes n'étaient pas accusés de sorcellerie. Mais tout de même, le cylindre à picot a bien fini par passer en Europe, non? Oui, après les croisades, à la Renaissance, on s'est mis à équiper les carillons des églises avec des cylindres géants. Ah ouais, si gros que ça? Ça ne devait pas être commode si on voulait changer de musique. Bah justement si, le cylindre restait en place et on plaçait des cames mobiles à la surface. On modifiait leur agencement en fonction de la mélodie qu'on voulait jouer. Ah ouais, donc le cylindre était devenu programmable. Et oui, au point qu'au XVIIIe siècle, la programmation des cylindres, comme tu dis, était devenue une spécialité d'artisanat, la tonotechnie. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame, sur l'image? Elle apprend à chanter à son serin, avec une boîte à musique, qui s'appelait donc une serinette. C'était comme un orgue de barbarie. Oui, si tu veux, mais c'était un cylindre qui commandait, plutôt qu'une carte perforée. Mais alors, si on avait une serinette, il n'y avait même plus besoin de serin. C'est exactement ce que les philosophes se demandaient à l'époque. Jusqu'à quel point une machine peut imiter la vie? Et alors, il répondait quoi? Tu vas voir. Celui qui est allé le plus loin dans l'imitation de la vie, c'est cet homme, Jacques Vaucanson. Il utilisait toujours des cylindres pour coder la programmation de ses automates. Et il faisait quoi de si extraordinaire, ces automates? Tiens, regarde. À gauche, tu vois un joueur de flûte traversière. Non, vraiment? Avec les lèvres sur l'embouchure et tout? Et oui, c'est ça. À droite, un tambourinaire provençal. Il joue du tambourin avec sa main droite, du galoubet avec sa main gauche. Tu te rends compte? C'est impressionnant.
Mais l'oiseau au milieu, il fait un peu rikiki, non? Attends de voir, c'est le plus extraordinaire. Ah, c'était un canard. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière la patte? Exactement ce que tu imagines, un tube digestif. Le canard de Vaucanson battait des ailes. Il picorait des graines, les graines étaient triturées dans son estomac et le mélange, une fois digéré, ressortait par là où tu sais. Non, sérieux? Un canard scatologue, j'y crois pas. Ah, je savais bien que ça te plairait. Et vive l'informatique!